Do not test me, necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I need. Aujourd'hui, on va parler de la vidéo que vous attendiez le plus après celle sur Albion, et vous allez le voir, si vous êtes des joueurs de Total War Warhammer, dont je soupçonne la grande majorité d'entre vous, je pense qu'elle va vous hyper pas mal et que vous allez trouver le concept super intéressant, puisqu'on va lier d'une part le lore et d'une autre part le gameplay. Comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, on va parler de Karak au 8 piques. Peut-être que vous n'avez pas bien saisi de quoi il s'agissait exactement, mais j'ai volontairement donné aucun contexte sur Twitter ou sur l'onglet communauté. C'est une vidéo qui va se baser sur ce que l'on a vu dans le premier titre de la saga, à savoir la campagne soi-disant à thème œil pour œil, où vous pouviez jouer les hommes bêtes, et dont votre unique but se résumait en 2 ou 3 mots, raser l'Empire. Alors oui, pour les hommes bêtes, l'explication suffit, mais on va pas se mentir, cette campagne était vide, manquait de fond et de consistance. Et pour la plupart des gens sur les forums que j'ai écumés, ou quand j'ai demandé sur mon Twitter, la grande majorité l'a trouvé trop simple, trop pauvre, on enchaînait bêtement, sans aucun jeu de mots, les batailles, et ça devenait vite redondant. Même si certains ont aimé rouler sur tout, ce que je comprends parce que c'est jouissif, c'est pas le cas de tout le monde qui l'ont trouvé trop facile, où les hommes n'éprouvaient aucune réelle résistance. Bien entendu, l'idée était à mon sens excellente, ça permettait de s'immerger dans un espace confiné du gigantesque monde de Warhammer et de se plonger dans une partie de l'Empire, comme cette campagne le faisait, était un excellent concept, sachant qu'il existe des centaines de localités au sein de ce dernier et que c'est probablement la faction avec le plus de lore. Cependant, je pense que l'initiative était prématurée, donc trop peu aboutie, sans mécanique qui la rendait vraiment unique. Pourquoi je dis prématurée ? Eh bien parce que les factions à cette époque n'avaient pas vraiment les mécaniques propres à elles que l'on connaît aujourd'hui, et par conséquent vous aviez les factions classiques qui possèdent des colonies et vous aviez les hordes. En fait, pour résumer en une phrase ce que je pense, eh bien on jouait exactement la même chose que la grande campagne, mais sur une carte réduite avec moins de factions. C'est à peu près le même reproche que je fais à la campagne de la saison de la révélation des elfes sylvains. Au final, sans intérêt, à part la map qui permettait de changer un peu. Depuis ces 2 petites campagnes, Creative Assembly n'a jamais osé réappliquer ce concept aux opus suivants. Alors, il y a sûrement plusieurs explications possibles. Tout d'abord, sur Total War Warhammer 2, ils n'ont peut-être pas estimé qu'il y avait tellement de possibilités de centrer une campagne sur un lieu en particulier, même si je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, ou alors c'est assez dit simplement qu'ils allaient flop, entre guillemets, encore une fois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en compte toutes ces remontrances, toutes ces observations et réclamations, et j'ai appliqué le principe de mini-campagne sur un lieu en particulier, avec des mécaniques propres à celle-ci, qui se différencieraient véritablement de la campagne Immortal Empire, dans le cas de Total War Warhammer 3, et qui rendrait cette campagne vraiment unique, ce qu'on ne retrouve pas dans celle du premier opus. Bien entendu, dans cette vidéo, les mécaniques et la map que je vais présenter, la taille des colonies et des provinces ou la répartition des factions, ne sont probablement pas du tout équilibrées, mais c'est surtout pour présenter à quoi ressemblerait dans les grandes lignes ce que j'imaginerais pour une campagne à Karak au 8 piques dans cet exemple. Encore une fois, je suis loin d'être un expert sur la saga ou quoi que ce soit, mais mon but est plutôt de rendre le jeu encore plus original et plus intéressant qu'il ne l'est déjà. Ceci étant dit, si vous appréciez ce format, n'hésitez pas à aimer la vidéo bien sûr, mais également me demander d'autres du même style où on ciblerait un autre endroit que Karak au 8 piques. Si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les communiquer, même si j'en ai déjà pas mal en stock. J'ai également une petite requête à vous faire. La vidéo sur Albion vous a plutôt bien plu, j'ai pas eu de retour négatif ou quelqu'un qui m'a dit que je disais n'importe quoi ou quoi, donc j'ai envie de refaire la même vidéo, mais sur un autre coin. Et comme je sais que ce genre de vidéo donne l'envie à certains de s'exprimer, ils se reconnaîtront, de donner leur avis, donner des suggestions, d'écrire des scénarios, faire des parallèles avec l'histoire ou imaginer des unités, etc. etc. Et bien pour cela, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires pour, attention, roulement de tambour, les nains norse. Alors je précise, je vais être franc, pour moi le livre d'armée pour cette faction est clairement utopique, on va pas se mentir. Moi j'aurais cependant vu la possibilité d'un complément d'armée, donc si vous avez quoi que ce soit à dire dessus, n'hésitez pas, j'ai pas du tout encore prévu quoi que ce soit pour cette vidéo, mais si je pense qu'il y a vraiment matière à faire, alors j'en ferai une. Voilà, fin de la parenthèse, revenons-en à Karak au 8 piques, et comme toujours, on va faire un peu de lore avant de rentrer dans le vif du sujet, pour que vous ayez tous les éléments pour comprendre la suite de la vidéo.
Alors tout d'abord, ce qu'il va être utile pour créer un scénario propre à cette campagne, c'est qu'il va falloir donner un peu de contexte à cette très ancienne forteresse des nains qui est tombée il y a 3000 ans avant le règne de Sigmar. Et vous allez le voir, rien qu'avec le lore, on va pouvoir imaginer des mécaniques qui vont s'appliquer sans grande difficulté dans le gameplay et qui va même le rendre super intéressant. Dans un premier temps, on va parler un peu de son histoire afin de contextualiser le lieu, puis on va parler de l'enjeu des différentes factions au moment de cette campagne. Fondée il y a 7000 ans en arrière, Karakowipik a prospéré, notamment pendant l'âge d'or, comme beaucoup d'autres citadelles. Elle était la première des citadelles du sud et seule Karazakarak l'emportait sur elle au nord. Ses vastes et innombrables salles, ses mines et ses splendeurs à nul autre pareil, ainsi que ses temples, faisaient l'admiration de tous dans les royaumes nains et reflétaient l'incroyable ingéniosité de la race des Dawi. Karakowipik inspirait tout de même un profond respect, car elle était la plus ancienne et le peuple de cette antique forteresse descendait même des tout premiers colons et même de certains dieux ancestraux. La puissante citadelle se cachait derrière les 8 pics coiffés de neiges éternelles et de ces murailles naturelles qui reliaient les 8 montagnes. Karakowipik semblait être un bijou imprenable au milieu des montagnes et n'avait pas d'égal en termes de défense. Pourtant, les Skaven découvrirent la cité naine plus de 700 ans avant la naissance de Sigmar et près de 4500 ans après sa fondation. Bien évidemment, il aurait été impossible de prendre une telle cité par la force, et c'est pourquoi le Conseil des 13 élabora un plan long et tortueux qui s'étendait sur plus de 10 générations. Le clan Gritak passa des siècles à creuser sous les niveaux inférieurs de la cité et trouvèrent enfin un accès au souterrain. C'était le début de la fin, et malgré maintes batailles acharnées, les incursions Skaven ne firent que gagner en importance, alors qu'à la surface, les orques et les gobelins se pressaient toujours plus nombreux sous les remparts. Comprenant que cette attaque en tenaille finirait par les balayer, les nains scellèrent les temples de leurs ancêtres et les trésors qu'ils ne pouvaient emporter. Sous la conduite du roi Lune, ils réussirent une percée massive dans les lignes des peaux vertes qui leur permit de se réfugier à Karak Azul en moins 513 du calendrier impérial, date de la chute de Karakowipik. Il fallut tout de même plus de 200 ans avant que la cité ne tombe définitivement aux mains des ennemis ancestraux des nains. Dans les siècles qui suivirent, les nains organisèrent plusieurs expéditions pour reconquérir leur forteresse, mais tous échouèrent. Les nains tombèrent dans des embuscades et furent décimés à chaque tentative de ne serait-ce qu'atteindre les portes. Ensuite, les orques et les Skaven s'affrontèrent sans relâche pour le contrôle de Karakowipik, mais ni les uns ni les autres ne réussirent à l'emporter. Épuisés et décimés, les deux races finirent par jeter l'éponge et Karakowipik resta déserte. On ne sait pas vraiment combien de temps l'ancienne et glorieuse cité resta sans vie, mais lorsque les héritiers du clan Andgrund ont tenté de récupérer leur ancien foyer par tous les moyens, pour venger les rancunes léguées par leurs ancêtres et retrouver leur ancienne gloire, la cité était de nouveau infestée de peaux vertes et de Skaven, tout comme il y a 3000 ans en arrière. Dans l'initiative de Belegar, descendant du roi Lune, de prendre Karakowipik, le haut roi Thorgrim le rancunier tenta de rallier des clans pour aider le chef du clan Andgrund. De gros efforts furent fournis pour s'assurer que les forces du roi des 8 pics parviendraient à prendre pied dans la forteresse délabrée. Et c'est ainsi que Thorek Tête-en-Fer, le seigneur des runes de Karak Azul, équipa la force de Belegar de marteaux et de haches runiques, tandis que Thorgrim offrait des armes issues de son trésor personnel. L'armée ressemblait à celle des jours anciens, car ses troupes étaient équipées d'armes et d'armures runiques. Aidés par un tronc de Karak Azul, commandé par Thorek Tête-en-Fer, les nains de Belegar percèrent les défenses extérieures et pénétrèrent finalement dans Karakowipik en 2473. Ils s'emparèrent des niveaux supérieurs de la ville et les fortifièrent pour prévenir toute contre-attaque, et ce, juste à temps. Des dizaines de milliers de gobelins de la nuit ne tardèrent pas à arriver, mais les nains tinrent bon, notamment grâce à leur machine de guerre et à l'enclume du destin de Thorek, sur laquelle ce dernier frappait sans cesse pour massacrer les gobelins. Pour en venir un peu sur la situation actuelle et comprendre l'enjeu du lieu, Karakowipik demeure dans un statut particulier puisqu'elle est occupée par 3 races qui n'ont jamais cessé de se faire la guerre, et ce depuis des millénaires. Légitimement, elle appartient aux nains et revient au clan Andgrund, dont l'ancêtre, le roi Lune, était le dernier souverain de la cité. Et aujourd'hui, son descendant légitime est Belegar Marteau de Fer, qui s'est d'ailleurs déclaré être un cousin de Thorgrim et proclamé roi de Karakowipik. Cependant, le succès de sa reconquête est à moitié vrai, puisque sa mainmise sur la cité est très faible. Il vit là-bas, presque enfermé avec sa femme et quelques milliers de ses congénères. La partie de la citadelle au pied des 8 pics où ils vivent a été restaurée, bien qu'ils n'ont pas le choix de sceller les différentes entrées, ainsi que celles des mines environnantes,
pour pas qu'un flot de leurs terribles ennemis ne s'y déverse. Les nains vivent dans un état de siège perpétuel, sans savoir de quoi demain sera fait, menacés de toutes parts, par les gobelins à la surface et sous le sol, et par les Skaven dans les profondeurs. Dans les hauteurs, des fameux 8 pics donc, on retrouve les gobelins de la nuit de la lune crochue, qui les infestent, dirigés par Skarsnik, autoproclamé par lui-même seigneur de guerre des 8 pics. Et de son côté, le clan Morse a établi sa tanière dans les niveaux inférieurs de la cité, des piliers, comme les Skaven l'appellent, et ce dernier s'était arrogé les niveaux les plus bas après de sanglantes batailles et en avait fait un repère Skaven majeur où le chef du clan Morse, un certain Ronge Creuse les Terriers, qui tolère d'ailleurs de moins en moins la présence des gobelins, a fait envoyer son lieutenant de confiance, entre grosses guillemets pour le confiance, le chef de guerre Quick Coupe-Tête pour diriger les raids et capturer les niveaux supérieurs. On a donc là 3 factions principales qui n'arrivent pas trop à s'emparer de nouveaux territoires et dont les attaques semblent souvent inefficaces. D'une part, on a Belegar qui se contente de maintenir sa position difficilement, le tout en tentant de déjouer les complots, les alliances, les embuscades, les pièges et les armes secrètes de ses ennemis. D'un autre côté, toutes les tribus pauvertes, quant à elles, reconnaissent la suprématie de Skarsnik sur les pics, les vallées et les niveaux supérieurs. En effet, le seigneur de guerre des 8 pics, installé sur son trône d'acier et éclairé par des chandelles en graisse de nain, demeure indéboulonnable. Il élabore des plans de conquête toujours plus diaboliques, et il reste d'ailleurs très surpris, très impressionné par le nombre effarant de Skaven envoyés à la mort dans le cadre de cette guerre en fait sans fin. Et en effet, ces Skaven semblent quant à eux prêts à tous les sacrifices pour prendre possession de la cité, mais ils peuvent sûrement se le permettre puisqu'on estime leur nombre à presque 100 000 individus, loin des quelques milliers pour les nains. On a donc grossièrement le bon, la brute et le truand, et cette expression correspond extrêmement bien à nos 3 protagonistes et qui va d'ailleurs nous en dire long sur le style de jeu et leur mécanique propre à chacun. Alors voici la map que j'ai construite, en me basant sur une carte parue notamment avec la fin des temps et plus précisément sur le livre de Tankol. A première vue, peut-être que vous allez vous dire « Oula mais c'est tout petit ». Et c'est vrai qu'à première vue, c'est à peu près la réflexion qu'on peut se faire. Pourtant, il y a 46 colonies, et sur la campagne œil pour œil, 49. Donc on va dire que, en fait, je n'imagine rien de bien ambitieux à ce niveau-là. Donc voici comment elle se structure. Premièrement, on a la cité, entourée de ses 8 pics, qui forment à eux seuls des provinces, ainsi que le cœur de la forteresse, répartis en 5 provinces. Le reste sont des territoires périphériques, qui auront pour certains une utilité bien propre, vous allez le voir. Ce découpage n'a pas été simple car j'ai dû ruser à certains endroits, mais je ne pense pas que cela dérangerait les joueurs, alors que moi-même je tiens au lore et à le respecter. Par exemple, en bas à droite, on a la route de Karakazul, qui n'est pas mentionnée sur les cartes officielles, mais vu qu'elle semble aller dans la direction de ladite forteresse, je me suis permis de faire comme ça. Pareil, sur la carte, il y a des aires de gyrocoptères un peu partout, et comme certains endroits étaient un peu vides, je me suis permis de créer la colonie avec ce nom en rajoutant sa direction, et dans mon exemple, on a l'aire de gyrocoptère du sud. J'ai fait la même chose pour les pics à plongeurs de la mort qu'on retrouve également sur la carte un petit peu éparpillée dans les monts, que vous pouvez retrouver dans la partie nord dans cet exemple, et je crois que c'est à peu près tout. Comme vous l'avez compris, j'ai notamment cherché à isoler l'intérieur du cercle de montagne avec l'extérieur, et j'ai schématisé ça par les petits carrés que vous pouvez voir le long de la ceinture des 8 pics. À la manière des forts aux frontières de l'Empire, j'ai réappliqué simplement cette mécanique, sauf qu'ils ne sont pas des provinces à eux-mêmes, mais sont des colonies qui font partie d'une province classique comme les autres, sauf que leur chaîne de construction serait similaire à des forts que l'on connaît. C'est par souci d'équilibrage des régions que j'ai dû faire comme ça, même si j'aurais préféré qu'elles soient imaginées exactement de la même manière que les forts de l'Empire. En ce qui concerne les 8 pics eux-mêmes, qui entourent la cité, j'ai imaginé ces lieux comme des places fortes, avec des chaînes de construction peut-être mixtes entre défense et économie, avec éventuellement 4 slots, mais avec des garnisons plus puissantes. En fait, j'ai vraiment envie que la campagne soit difficile, et j'ai vraiment envie de traduire cette difficulté par des endroits presque imprenables, et ça reflèterait parfaitement la situation du lieu, et le lore, puisque malgré des millénaires, aucune des factions n'a jamais réussi à se démarquer concrètement. Quant aux factions, je vais les dévoiler au fur et à mesure que je les présente. Tout d'abord, Belegar commencerait bien évidemment dans sa citadelle à l'est. Et j'ai pas grand chose à dire sur ce territoire de départ, mais on sait que la porte est, juste à droite de son territoire, est sous domination naine, et c'est pourquoi Belegar commencerait avec une colonie supplémentaire. De plus, on peut considérer que comme l'expansion des nains est plus longue,
ce soit un choix d'équilibre, et en plus vous allez le voir, cette place forte est entourée d'ennemis. Skarsnik, quant à lui, commencerait à l'ouest dans son repère et serait en guerre directement avec les mutins de la lune crochue de Karakyar. Et j'avoue que j'ai eu plus de mal à placer Quick parce qu'il n'a pas vraiment de lieu à la surface où il est censé avoir pris possession fermement. Et par souci de distance, je l'ai fait démarrer au nord, en dehors des 8 pics et en guerre directement avec le clan Gritus, qui dans le lore est une faction séparatiste du clan Morse, que j'ai d'ailleurs fait démarrer tout en haut à droite, juste à côté de Quick comme vous pouvez le voir. Comme vous l'avez sûrement vu, Karakdraz, ou le pic noir pour ceux qui préfèrent, est de la partie puisqu'en réalité elle est séparée de Karak-o-Pic par le col de la mort, donc autrement dit, juste à côté, et en plus il y a un sacré bonhomme qui y réside, puisqu'il s'agit de Gorfand Rodgut de la tribu des Griffes Rouges. Sa faction commencera en guerre avec les Griffes de Fer, qui occupent dans le lore à peu près le territoire que vous voyez sur la map, et la périphérie ouest, elle, est occupée par les orques de la Dent Brisée, qu'on retrouve également dans le lore à cet endroit, aux portes de Karak-o-Pic, le long des montagnes du bord du monde, et d'ailleurs cela m'a été confirmé par le lieu qui s'appelle le camp de la Dent Brisée, et qu'on retrouve sur la carte. Au sud, j'ai pas directement su qui placer, alors on sait que Karak Azul se trouve par là, mais comme c'est une cité plutôt isolée qui résiste toute seule dans le sud, on peut imaginer que leur influence ne s'étend pas au-delà de leurs montagnes, et en revanche, un peu plus au sud, on retrouve Karagaraz, la montagne de feu pour ceux qui ne parlent pas Khazalid, et c'est un endroit réputé pour être le repère des Skaven du clan Vulcan. D'ailleurs, petite parenthèse, je crois qu'ils font partie des Skaven les plus stylés, avec leur petit pelage orange comme la lave, et leurs armes d'obsidienne. Mais juste, regardez-moi ce flot qu'ils ont là, ils sont magnifiques. Enfin bref, et pour finir, j'ai volontairement pas affiché de suite les factions à l'intérieur des 8 pics, mais on sait que la lune crochue a quelques problèmes avec les mutins, donc on va dire que beaucoup ont fait sécession avec Skarsnik. Voilà donc toutes les factions restantes, et comme vous le constaterez, Belegar est vraiment isolé et commencera en guerre contre les mutins de Kvinweir. Mais ne vous en faites pas pour lui, j'ai vraiment imaginé des mécaniques très stylées pour contrebalancer un petit peu tout ça. Maintenant, voilà, le but, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de recopier bêtement ce que le jeu a fait dans le premier opus et de laisser les factions se taper dessus et puis basta. J'ai pensé à tout un tas de mécaniques pour chaque faction, et on va commencer avec le clan Ungrund. Alors on va être unanime, la situation de Belegar fait un petit peu de peine à voir. Il est véritablement tout seul et il n'a aucun allié potentiel dans la région. Effectivement, impossible de se lier avec un peau verte, encore moins avec un mutin, et n'en parlons pas avec les Skaven. On sait que l'antique cité renferme des trésors qui sont sûrement peut-être une somme incommensurable d'argent, des objets runiques extrêmement vieux et d'une grande valeur, et tous les nains connaissent d'ailleurs l'enjeu de cette cité et de son importance, et encore plus si elle réussissait à revenir sous le contrôle des nains. De plus, on sait que Karazakarak ou Karak-Azul envoie de l'aide, que ce soit des trongs, donc des armées, mais également financiers, puisque Thorgrim peut être enclin à envoyer de l'or, et on sait également que Belegar ne refuse pas les réfugiés nains qui viennent s'installer dans sa citadelle. Alors voilà ce que j'ai imaginé. En fonction de la porte ou de la forteresse dans la ceinture des 8 pics que vous contrôlez, cela vous permet d'interagir avec telle ou telle cité et de bénéficier de leurs avantages. Je m'explique. Admettons que vous contrôlez la porte Est, et c'est déjà le cas lorsque vous commencez. Dans un onglet en bas à droite à côté de la fin du tour, vous auriez accès à un nouvel onglet appelé Expédition, où vous pourriez accéder aux propositions des différentes cités liées à la porte que vous contrôlez. Donc, dans l'exemple que je vous ai cité, vous contrôlez la porte Est, alors vous débloquez les expéditions depuis Karak-Azul, puisque c'est à peu près la direction. Si vous contrôlez les sentinelles, vous aurez accès aux expéditions de Khazan Migdal, etc., etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et de cette manière, avec Karak-Azul, de par sa relative proximité, vous auriez la possibilité de financer l'arrivée de réfugiés nains, par exemple, qui viendraient augmenter votre niveau de population dans la province choisie. On sait également que Karak-Azul est réputé pour être un grand gisement de fer, et on imagine que vous puissiez acheter par exemple des canons ou des canons orgues à moindre coût d'achat et d'entretien, avec quelques niveaux d'expérience supplémentaires. De plus, vous pourriez, pour une certaine somme, débloquer éventuellement Thorek Tétanfer, qui, je le rappelle, est de base originaire de cette cité, et vous pourriez recruter également des maîtres des runes, pareil, avec des coûts amoindris et plusieurs niveaux en plus. Et de cette manière, chaque cité liée aux portes que nous posséderions aurait ses propres avantages. Khazan Migdal, qui est un fort dans le lore et une petite citadelle destinée à envoyer des expéditions vers Karak-Azgal, est assez bien militarisée, donc on pourrait se procurer par exemple
des rangers, des marteliers, des balistes, et pourquoi pas une fonctionnalité qui permet, avec un certain coût d'entretien, d'améliorer la garnison d'une forteresse choisie. Si vous contrôlez une Dusgar, vous avez accès à Karak Kadrin, qui vous permettrait d'obtenir des tueurs de dragons, de géants. Avec les portes du roi au nord, vous accéderiez à Karazakarak, qui pourrait vous envoyer de l'or par exemple, 3000 tous les X tours, soit vous pourriez vous procurer un Tan, soit des longues barbes, des arquebusiers, ou des catapultes des rancunes. Et enfin, avec le pass de la mort, vous accéderiez à Zufbar, où vous pourriez vous procurer un ingénieur, des dracs de fer, des gyrocoptères, des canons à flammes. Enfin, vous avez saisi l'idée. Vous bénéficierez d'unités avec des avantages non négligeables, et vous pourriez recruter les troupes ou bénéficier des différents bonus de chaque cité, que tous les 5 tours par exemple. Reste à voir l'équilibrage qu'il faudrait donner à cette fonctionnalité bien sûr. Et donc j'ai pensé à autre chose. Comme vous pouvez le voir, il y a des mines qui longent les 8 pics à l'extérieur, et j'avais imaginé que chacune possède des ressources qui puissent donner des bonus pour les expéditions. Par exemple, plus vous avez de fer, plus Zufbar et Karak Azul pourraient vous fournir vos troupes pour moins cher et toujours moins d'entretien, et au lieu de pouvoir recruter tous les 5 tours en fonction du nombre de mines que vous avez, vous pourriez réduire ces tours. Mais bien sûr, il faudrait envisager une certaine limite pour pas qu'on puisse spammer toujours les mêmes unités et faire des stacks de troupes surpuissantes dans les armées. On pourrait imaginer que si vous contrôlez tant de mines de fer par exemple, vous ayez un nombre limité de troupes que les citadelles ont à vous offrir. Et plus vous ouvrez de mines, plus vous pourriez obtenir de troupes. Et il y aurait également un choix à faire, notamment dans les 8 pics, puisque avec cette mécanique, j'ai imaginé que vous pourriez choisir soit d'ouvrir des mines de fer, soit d'y construire des places fortes, et ça serait à vous de juger ce qui vous semble le plus judicieux. Soit vous renforcez vos défenses contre tous ces ennemis, ou bien vous favorisez votre économie afin d'obtenir davantage de troupes puissantes. Autre exemple, si vous contrôlez des mines d'or, vous pourriez augmenter le montant d'argent que vous pourriez percevoir de la part de Karazakarak. Le montant de base que j'ai dit tout à l'heure c'était 3000, et admettons que vous contrôliez une mine d'or et que vous souhaitez percevoir de l'or de Karazakarak, eh bien ce montant serait de 3500 par exemple. Et si votre mine est tier 3, ce montant serait de 4500, etc., etc. Et vous pourriez également booster vos revenus en contrôlant des mines de diamants. Par contre, il pourrait y avoir une contrainte, c'est que si vous perdez vos territoires acquis, les factions des différentes expéditions pourraient générer un malus et augmenter le temps et le coût qu'il est nécessaire de base pour vous procurer leur bonus, puisqu'ils perdraient confiance en votre capacité à gagner la cité et qu'ils n'ont pas vraiment envie de perdre leurs confrères nains ou d'investir sur vous dans le vide. Dernière fonctionnalité, après je m'arrête pour le clan Grund. On sait que Karak au 8 pics regorge de trésors comme je vous l'ai dit, il y aurait donc des quêtes dont le but serait de remettre la main dessus, et si vous y arrivez, vous pourriez choisir soit de les garder, soit de les vendre à Thorgrim ou de les donner à une cité naine en particulier pour obtenir encore plus de bonus venant de celle-ci. Et pour mettre la main sur ces trésors, on sait que Belegar fait parfois appel aux autres races, et il pourrait y avoir également une autre mécanique qui permettrait de recruter des mercenaires humains ou elfes pour un certain nombre de tours, à la manière de Gotrek et Félix, mais moins longtemps quand même, mais attention à ne pas trop favoriser les autres races, car les nains pourraient mal le prendre et vous rajouter des malus si vous voulez plus tard procéder à des échanges avec eux. L'avantage des mercenaires pourrait être qu'ils sont assez peu coûteux, rapides à recruter, et vous octroyez peut-être 5 à 6 unités d'un coup, donc très utile pour conquérir rapidement un endroit. Attention donc à ce dilemme. Enfin voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pensé pour les nains, et on peut en conclure que même si les avantages de contrôler les portes et les mines peuvent être intéressants, attention toutefois à s'étendre prudemment, puisque vous pourriez perdre la confiance des nains si vous perdez vos conquêtes. Pareil, attention à ne pas trop demander de l'aide aux autres races et à leurs mercenaires, qui pourraient fâcher les nains, les braquer, et vous rendre encore plus isolés que vous ne l'êtes déjà. Donc il faudra gérer tous ces aspects et faire ses choix prudemment. J'ai eu au début pas mal de difficultés à trouver des mécaniques propres à Skarsnik, puis en relisant son lore, j'ai eu pas mal d'idées finalement. On sait que c'est un personnage perfide, très sournois, et qui n'hésite pas à conclure des alliances douteuses, qui imagine des pièges toujours plus tirés par les cheveux, et qui lance d'innombrables raids souterrains. De plus, on sait que tous les gobelins lui ont porté allégeance et reconnaissent sa suprématie sur les pics, mais à son image, ils sont tout autant sournois, et n'hésiteront pas à tourner leur veste si l'opportunité le leur permet. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai placé tout un tas de mutins sur la carte, vous allez comprendre. En gros, j'ai imaginé que Skarsnik a des bonus diplomatiques avec toutes les factions rebelles, bien qu'il ne soit pas en guerre directement avec, ce qui faciliterait la possibilité d'alliance, et pour contrebalancer avec sa fourberie
et le fait qu'il soit assez intelligent pour un gobelin, eh bien il pourrait trahir sans trop de malus ses anciens alliés. De ce fait, il aurait des pénalités de confiance amoindries pour chaque trahison, et récupérerait son indice de confiance assez vite. On pourrait aussi imaginer que les héros gobelins de la nuit puissent droguer les armées visées avec leurs champignons propres aux gobelins de la nuit comme vous le savez sûrement, et de ce fait, il réduirait par exemple la vitesse de l'armée, l'attaque en mêlée, la défense, la portée des projectiles, etc. Je pense que ça pourrait être une bonne idée et ça rajouterait une raison de plus de recruter ce genre de héros. Et on peut imaginer aussi que si vous pointez ce héros contre la colonie d'une faction de gobelins ciblés, eh bien vous ne recevrez aucun malus diplomatique, que ça soit en franchissant son territoire, en passant des accords avec ses ennemis, puisqu'en fait vous drogueriez le chef de la faction, qui ne verrait rien à ce qui se passe diplomatiquement autour de lui. Alors c'est une mécanique qui comme ça semble anecdotique, mais en fait elle pourrait être très utile, parce qu'en fait plus vous gagnerez des batailles et plus vous agrandissez votre territoire, plus les gobelins seront enclins à confédérer et créer un effet boule de neige. En revanche, pour donner un peu de difficulté en échange de tous ces bonus, on pourrait imaginer que perdre des batailles, des colonies, ou subir des déclarations de guerre, pourrait faire croire aux gobelins que vous vous affaiblissez, et que donc ils seraient plus susceptibles de vous trahir et de vous déclarer la guerre, et du coup si on vous déclare la guerre, ça diminue vos relations avec d'autres, et du coup attention à l'effet boule de neige inverse, qui pourrait vous mettre une bonne partie des gobelins à dos, et qui pourrait également générer des malus d'ordre public, et créer des mutineries dans vos colonies. Voilà donc pourquoi le héros gobelin de la nuit pourrait entrer en jeu et vous permettre de manigancer 2 ou 3 trucs sans trop risquer d'effets négatifs ou alors d'atténuer certaines actions plutôt hostiles contre les gobelins de la nuit environnants. On pourrait aussi rajouter le système de loyauté qu'on retrouve pour les Skaven à la faction de Skarsnik, qui me semble être totalement en accord avec le lore. Et pour les bonus du seigneur, à savoir Skarsnik, eh bien c'est simple. On sait qu'il aime déclencher des attaques provenant de plusieurs directions, faire des diversions et des feintes de retraite, et il ne fait aucun doute qu'il conserve encore de nombreux tours dans sa manche. Skarsnik imagine sans cesse de nouveaux pièges et a déjà mené de nombreux raids contre les cités des Nabos. Abrités derrière leurs retranchements, les nains ont cru plusieurs fois avoir repoussé les gobelins de la nuit avant de voir surgir une marée de peau verte depuis une direction inattendue. En fait, Skarsnik a toujours eu un coup d'avance sur ses ennemis, leur tendant des embuscades à chaque détour et anticipant chacun de ses mouvements. De ce fait, on imagine très bien les bonus de l'armée de Skarsnik. Premièrement, on pourrait lui conférer des bonus de chance d'embuscade à hauteur de peut-être 33%, et pareil, pour accentuer l'effet de surprise, lui laisser 33% de chance d'obtenir un déploiement d'avant-garde lors de ses attaques, ce qui peut dissuader grandement ses ennemis lorsqu'ils le voient. Pareil, comme il a souvent un coup d'avance sur les autres, on peut imaginer qu'il a un bonus de visibilité sur la carte de campagne, à hauteur de 15%, ça me semble clairement raisonnable. Dernière fonctionnalité unique, comme les expéditions pour les nains, Skarsnik aurait accès à son repère, un peu à la manière du labo d'Ikit, et qui lui permettrait de créer des buffs uniques pour ses troupes de gobelins de la nuit ou sur la carte de campagne. Par exemple avec une potion de champignons qui augmenterait la vitesse de 15%, obtenir une vision de nuit pour les archers qui permettrait d'augmenter la portée des tirs de 15%, un buff qui permet d'augmenter ses chances d'embuscade, des buffs diplomatiques à utiliser lorsque la situation est un petit peu délicate, etc., etc. En fait, un endroit où toutes ces ruses seraient réunies, où on pourrait choisir des actions qui auront des effets sur le long terme comme sur le court terme. Au final, là où j'ai du mal à trouver des mécaniques, c'était avec la faction du clan Morse. Comme vous le savez, Quick n'est pas le chef du clan, au même titre qu'Ikid pour le clan Skryr ou Snikch pour le clan Eshin. Par conséquent, il se pourrait bien que son chef, Ronge, lui attribue des quêtes que ce dernier devrait suivre en échange de récompenses plus ou moins importantes selon la tâche. Pourtant, vous connaissez Quick, son tempérament, ses ambitions, son ego, et il est plutôt du genre à suivre ses propres intentions, confiant et sûr de lui comme il est. Bien que les ordres de Ronge soient clairs, à savoir reprendre la cité, il se pourrait que notre loup parmi les chacals, ou plutôt devrais-je dire notre rat parmi les souris, n'en fasse qu'à sa tête et désobéisse à son maître. Notre chef de guerre est assez impulsif à l'extrême. Et on sait que Ronge n'hésite pas à s'en prendre à Quick pour qu'il soit toujours sur le qui-vive et qu'il ne puisse pas contester la position de son chef. On pourrait donc imaginer qu'il y aurait un choix à faire entre rester sous la coupe de Ronge et profiter de ses bonus en cas de réussite aux quêtes, et d'un autre côté, on pourrait avoir un Quick qui souhaite renverser son maître et prendre sa place au sein du conseil, mais qui pourrait lui coûter cher. Ces quêtes seraient des déclarations de guerre à envoyer aux ennemis de Ronge, battre telle ou telle armée, conquérir une colonie,
faire assassiner ou blesser tel héros, construire tel ou tel bâtiment, etc. etc. On pourrait considérer qu'il y a une barre en haut de l'écran qui diminuerait vers le statut de séparatisme à gauche en allant à l'encontre de Ronge, ou bien loyauté à droite où il lui obéirait. En lui étant loyal, Ronge lui donnerait tout un tas de bonus comme des coûts d'entretien plus bas, notamment pour les vermines de choc ou les guerriers des clans, notamment puisque pris en charge en partie par ce dernier, des bonus d'ordre public, des renforts lorsqu'il le demande, mais il pourrait aussi obtenir des armes légendaires. D'un autre côté, s'il s'affranchit et qu'il glisse à gauche en devenant un séparatiste, le processus risque d'être long et difficile. En effet, s'il n'obéit pas, il aura tout un tas de malus de croissance, de coûts d'ordre public, ainsi que des sabotages de bâtiments et des rébellions envoyées par Ronge. Si la barre est tout à gauche, cela voudrait dire que Ronge n'aurait plus aucune influence et que Quick aurait même accès au Conseil des 13, qui est tout à fait intéressant puisqu'il pourrait lui octroyer de nouveaux bonus non négligeables comme des troupes uniques à moindre coût, des bonus pour certains types de troupes selon quel clan Quick décide de soutenir, ou encore l'octroiement de colonies souterraines gratuitement. Et pour pallier tous ces problèmes en interne, Quick aurait quelques bonus de campagne non négligeables. On sait que le clan Morse est bien ancré dans les profondeurs de la citadelle, et il démarrait donc dans un premier temps avec 2 colonies souterraines, et dans mon exemple, une à Grobyville et l'autre à la Tour d'Argent. Alors ça pourrait être totalement d'autres endroits, hein. J'ai mis ça parce que ça me semblait équilibré. Il pourrait également passer sous la ceinture des montagnes des 8 pics afin de lui laisser une grande mobilité et de ne pas le laisser coincé en haut de la map, bloqué par les différents accès à l'extérieur des 8 pics. On pourrait même lui donner un petit bonus de déplacement sur la campagne à hauteur de 10 ou 15% pour exprimer le fait qu'il maîtrise bien les souterrains de la cité. Il y a également une autre chose dans le lore qu'on sait, c'est que pour le clan Morse et même pour le Conseil des 13, Karak 8 pics est le plus grand centre d'élevage car le clan forme également des troupes de mercenaires dont il offre les services aux autres clans et à des tarifs compétitifs. On peut donc imaginer qu'il y a un nouveau bâtiment qui permet de former des troupes tous les X tours en échange d'or. On sait également une chose de plus dans le lore, c'est qu'au début de l'invasion des Skaven, sur la cité des piliers, les technomages loués au clan Skryr placèrent des fragments de Malpierre dans les souterrains des nains. En fait, le plan c'était d'attendre que ces nains abandonnent leur cité à cause de la contamination par la Malpierre de leur réserve d'eau. Donc ça serait une bonne idée que les technomages aient une nouvelle possibilité d'action sur la map, à savoir viser les colonies, et qui débufferait la croissance et le temps de construction des bâtiments pour 5 à 10 tours, admettons, et qui ralentirait considérablement la vitesse de développement des nains, qui est déjà assez faible, et bien évidemment, ils pourraient faire la même action pour les peaux vertes, bien sûr. On pourrait même imaginer que pour un certain coût, ils puissent choisir quel bâtiment raser dans la colonie, et pour un coût encore plus élevé, réduire le niveau de tous les bâtiments de la colonie. Soit il faudrait payer très cher, soit à la manière des colonies souterraines, il faudrait attendre 10 tours avant de recommencer l'action. Pour conclure avec Quick, je sais que la mécanique de loyauté est un peu bancale, mais j'avoue que j'ai manqué d'inspiration. Enfin bref, que ce soit pour Quick ou pour Belegar ou Skarsnik, n'hésitez pas à me donner des mécaniques que vous auriez, vous, pensé. Honnêtement, ça m'intéresse beaucoup. Et pour finir, en vrai, ça serait cool qu'on ait 2 ou 3 trucs en plus avec cette campagne, et je pense que les héros légendaires seraient super sympas pour accompagner un tel événement, un tel FLC ou un tel DLC. D'une part, j'aurais vraiment aimé voir Durgar ou Durgan. Il semble qu'il y a un petit souci de retranscription d'une source à l'autre, mais enfin bref, un ingénieur qui a un don particulier avec les machines de guerre. Qu'il s'agisse de les réparer, de les positionner sur le champ de bataille ou de les pointer vers l'ennemi, personne ne peut vraiment l'égaler, et on dit même que l'odeur de la poudre noire s'accroche à lui, au point qu'on dit qu'il est risqué de fumer la pipe quand on s'approche de lui à moins de 10 pas. Lorsqu'il lui vend des intentions de Belegar de reconquérir Karak 8 pics, Durgan n'a pas hésité à quitter Zufbar pour se joindre à sa cause. D'ailleurs, ça pourrait être une mécanique sympa de pouvoir le débloquer si on débloque la porte qui mène aux expéditions de Zufbar, comme je l'ai expliqué dans la mécanique pour les nains. Il y a d'autres personnages qui auraient pu être sympas à voir, notamment qu'on retrouve dans la fin des temps, dont des tas de régiments de renom, qui pourraient être sympas de voir dans le jeu. Il y en a quelques-uns à Karak Azul, dont la confrérie de l'enclume, qui sont des natifs de la forteresse, et qui sont chargés de porter et protéger l'enclume du destin de Torek et Enfer, et dont le symbole figure sur les boucliers et sur leurs bannières. Il y a aussi la garde de fer, composée de brise-fer de Karak Azul, et encore plein d'autres régiments sympas, comme les Bouquetins,
le clan Barbe-Terne ou l'escadrille des Cimes, etc., etc. Et ça, c'est juste ce qu'on retrouve à Karak Azul. Il y en a aussi qui viennent bien évidemment de Karakowi Peak, comme la confrérie de fer, ou encore les Haches de Nord, etc. Chez les Skaven, il y a la Garde Rouge, une unité de vermine de choc d'élite, garde rapprochée de Quick, mais aussi les rats du Warp, les berserks à queue noire, les gaziers, ou les tireurs de Sizik, et puis comme héros légendaire, on retrouve le célèbre Ska Queue Sanglante, chef de la Garde Rouge, un Skaven bien plus grand que la moyenne, et exceptionnellement fort, et même plus grand que Ronge ou Quick. Il y a encore plein d'autres héros et régiments pour ce clan, mais on va se contenter de ceux que j'ai cités. Et enfin, pour la Lune Crochue, on n'a pas trop d'éléments, mais toujours dans la fin des temps, on connaît un certain Drilla, un chef de guerre orque noir qui a rejoint la WAG de Skarsnik, et qui est à la tête d'un régiment d'orques noirs, les Tueurs de Drilla. Puis il y a quelques autres régiments de renom, mais pas beaucoup, à savoir les Lances Crochues, mais aussi les Dératiseurs de fric, qui sont des monteurs de squeak, le Rougeau, qui est un squeak géant, même si malheureusement nous n'avons pas cette unité en jeu. Et pour un éventuel bonus supplémentaire, j'aurais bien aimé voir Gorfand Rodgut à la tête des Griffes Rouges en tant que seigneur légendaire. Bon, j'avoue que j'ai pas réfléchi aux mécaniques du seigneur ou de la campagne, mais on sait qu'il a une figurine, donc pourquoi pas, et puis ça permettrait de marquer encore plus l'événement, ou encore une fois le DLC ou le FLC, même s'il n'est pas du tout lié à Karakowi Peak, si ce n'est que rapidement avec Skarsnik puisqu'ils sont alliés, enfin une alliance fragile, attention. Puis on peut imaginer qu'avec la sortie de Gorfang, on puisse avoir Cazador pour les nains et quelques petites unités manquantes pour lesquelles j'avoue, j'ai pas réfléchi mais je sais qu'il y en a. Bon après il serait toujours possible de faire une vidéo future où on parle d'un DLC Gorfang versus Cazador, puisque comme vous le savez sûrement, les deux peuvent pas trop s'encadrer. Enfin bref, je vais arrêter là parce que sinon la vidéo va encore durer je sais pas combien de temps et c'est pas le but, mais ça m'a donné une nouvelle idée de format à faire sur la chaîne si vous aimez. Du coup, est-ce que vous aimeriez voir une campagne comme ça sur le jeu? Et si oui, quelle faction vous souhaiteriez jouer avec les mécaniques que j'ai imaginées? Je vous mets un petit sondage en haut à droite de l'écran, je sais pas si c'est toujours possible sur YouTube, mais dans tous les cas, si c'est possible, vous le retrouvez juste en haut à droite. Enfin voilà, c'est juste par curiosité. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format, si vous aimeriez que je l'applique à un autre endroit. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas pour ceux qui veulent me donner leur ressenti sur les nains norse que j'ai cités en début de vidéo. Et moi je vous dis salut et à la prochaine.